L'an dernier, j'avais eu l'occasion d'être invité et d'exposer, peut-être certains d'entre vous étaient là l'an dernier, les causes évolutives majeures qui prédisposent à la coopération. Et en particulier, j'avais essayé de mettre en exergue les facteurs reproductifs et génétiques et écologiques qui favorisent, qui entraînent des bénéfices à la vie sociale. Eh bien, l'exposé d'aujourd'hui est un peu le contre-pied de l'exposé de l'an dernier. Ce que je vais essayer de m'efforcer de faire, c'est de prendre le revers de la médaille sociale, c'est-à-dire quelle est l'origine des conflits qui sont générés par la coopération. Parce qu'en fait, il n'existe aucun système coopératif, à travers le règne animal, à travers le règne végétal, qui soit exempt de conflits. Dès qu'on a une coopération entre deux ou plusieurs individus, il y a toujours au moins un des individus qui va chercher à tirer la couverture à lui-même, profiter de certains bénéfices plus que les autres, et cela peut engendrer certains types de conflits. Et pour être plus clair possible dans mon propos, je vais introduire brièvement quelques aspects qui prédisposent à la coopération pour bien vous faire percevoir en quoi la coopération est indissociable des conflits qui sont générés par la vie sociale. L'apparition de la coopération et de la vie sociale dans le règne animal et dans le règne végétal est considérée comme une transition majeure de l'évolution, au même titre que l'apparition du code génétique, par exemple, ou que la substitution de la reproduction sexuée à la reproduction asexuée. La coopération, pour les biologistes, est définie comme toute interaction entre deux ou plusieurs individus, interaction qui procure des bénéfices aux protagonistes. Ces bénéfices peuvent être immédiats. Deux lions coopèrent pour chasser une proie et ils partagent cette proie immédiatement. Ou bien ces bénéfices peuvent être retardés dans le temps. Par exemple, je vais aider monsieur ici aujourd'hui, je serai altruiste, je serai coopératif, et peut-être que demain, après-demain ou un jour plus tard, ce sera lui qui m'aidera, et donc il me procurera un bénéfice ultérieur qui est donc déplacé dans le temps. Mais peu importe que le bénéfice soit immédiat ou ultérieur, il y a un bénéfice, et donc cette coopération est définie comme toute interaction entre des individus qui procurent un bénéfice à ces individus. Alors, la coopération est évidemment un comportement qui fascine l'homme, depuis toujours, et les biologistes en particulier, pour trois raisons principales. D'abord parce que la coopération est fondamentalement un comportement caractéristique de l'humain. L'humain est fondamentalement un animal qui coopère, et j'ai bien dit un animal qui coopère. La coopération est extrêmement fréquente dans la nature, ce qui titille les biologistes parce que c'est un phénomène très curieux, et je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, la coopération est toujours associée à un phénomène de compétition, comme je l'ai évoqué précédemment. Dans la mesure où le mécanisme fondamental de l'évolution, le moteur de l'évolution, qui est le principe de la sélection naturelle, donc dans la mesure où la sélection naturelle favorise les individus qui ont le plus grand succès reproductif. Ça, c'est un axiome de base en biologie. Dans la mesure donc où la sélection naturelle favorise les individus qui ont le plus grand succès reproductif, c'est-à-dire les individus qui ont le plus de descendants, qui atteignent la maturité sexuelle et qui sont capables de se reproduire à leur tour. En biologie, on traduit ça comment? Par le plus grand succès reproductif étant le nombre d'individus, plus exactement les individus qui transmettent le plus de copies de leurs propres gènes dans des descendants. Plus j'ai des descendants, plus je transmets des copies de mes gènes. Et c'est surtout cet aspect-là qui intéresse les biologistes. Donc dans la mesure où la sélection naturelle favorise les individus qui transmettent le plus de copies de gènes dans les générations suivantes, on s'attend, a priori, à ce que les individus se comportent principalement de manière égoïste, afin d'accroître leur propre succès reproductif, quitte à écraser les voisins si cela est nécessaire. Or, force est de constater que la coopération est extrêmement répandue dans le règne animal. Nous avons tous les jours des exemples nouveaux qui traduisent des effets de coopération, et ces effets de coopération apparaissent chez les organismes aussi simples que certains protozoaires, des unicellulaires, comme par exemple ces amibes acrasiales. Les amibes acrasiales sont donc des unicellulaires qui ont une vie solitaire, grégaire, hein, ils vivent en groupe, mais pas de manière très sociale, lorsque les conditions de nourriture sont favorables. Ce sont des animaux qui vivent dans le sol, il y en a partout, hein, Paris, même ici. Et puis, lorsque les conditions deviennent défavorables, ces unicellulaires vont commencer à se rapprocher les uns des autres pour constituer ce qu'on appelle une limace acrasiale, cette espèce de verre ici, au sein duquel va se différencier d'une part
une tige et une capsule qu'on appelle une capsule sporifère. Donc tous les individus sont au départ identiques. Et puis ils s'associent ensemble. Certains individus vont avoir un rôle non reproducteur, c'est-à-dire un rôle de tige pour soulever l'ensemble de la structure, et d'autres individus vont se transformer en gamètes, en cellules sexuelles. Et ces cellules sexuelles, en spores, donc ces spores, seront disséminées par le vent, par un oiseau, par des insectes, que sais-je, un peu plus loin, éventuellement là où les conditions sont meilleures, plus de nourriture, meilleures conditions de température, meilleures conditions d'humidité par exemple, pour créer de nouveaux agrégats de ces limaces acrasiales. Donc même chez les protozoaires, on trouve ce phénomène de coopération. Plus loin dans l'évolution des animaux, on trouve des cas de coopération chez des méduses aussi. Les cnidaires sont représentés entre autres par ce qu'on appelle les méduses que vous connaissez. Eh bien, certaines espèces de méduses se sont associées en une structure unique. Mais plusieurs individus s'associent en une structure unique le long d'un stolon, cette tige que vous pouvez voir ici. Et certains individus méduses, ça c'est une méduse transformée, cette méduse-ci va se transformer en une cloche natatoire qui permettra de soutenir la structure dans les eaux. D'autres vont se transformer en cloches directionnelles qui permettent le déplacement de l'ensemble de la structure. D'autres méduses associées au groupe vont se transformer en un estomac pour l'ensemble du groupe. D'autres méduses vont se transformer en un filament pêcheur qui permet de capturer des proies. D'autres méduses en un système excréteur. D'autres méduses en un système reproducteur, et ainsi de suite. Et toutes ces méduses vont donc s'associer au sein d'une sorte de tige collective et vivent en groupe sous la forme donc d'une structure coopérative. Et puis, évidemment, plus loin encore, dans le règne animal, on trouve des phénomènes de coopération tout à fait manifestes chez les mammifères, comme par exemple les cas de vigilance collective et de rotation des sentinelles chez les mangoustes du Kalahari, c'est-à-dire les suricates. Des cas de coopération tout à fait notoires aussi chez les mangoustes naines, puisque cette femelle va allaiter ce jeune, mais ce n'est pas le sien, mais elle va allaiter un jeune pendant que la maman de ce jeune part récolter de la nourriture, par exemple. Cas aussi de coopération très connu chez les chiens sauvages, les lycaons. Vous voyez ici un groupe de chiens qui capturent un phacochère ensemble. Capture collective connue également chez les lions, je l'ai évoqué précédemment, avec le partage collectif de la proie. Cas également de coopération chez les primates supérieurs, comme ce comportement de toilettage où Pierre toilette Paul, qui toilette Jacques, qui toilette Jean, qui toilette et ainsi de suite. Ces phénomènes coopératifs sont connus, mais il n'y a rien à faire. À l'heure actuelle, dans le règne animal, les systèmes coopératifs les plus spectaculaires s'observent au sein des sociétés d'insectes, et en particulier des sociétés d'hyménoptères. Alors les termites ne sont pas des hyménoptères, mais ces insectes sociaux dont nous allons parler aujourd'hui sont représentés par les termites, par les guêpes, par les abeilles, et aussi, bien entendu, par les fourmis. Ces systèmes coopératifs, chez ces insectes sociaux, sont illustrés par des phénomènes tout à fait visibles pour nous, humains. Ces nids de termites que vous voyez ici, chaque montagne ici, chaque dôme est un nid de termites. Ces structures peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Ce nid-ci s'appelle un nid cathédral, on les trouve en Afrique, ils atteignent 3,50 m à 4 mètres de haut. Ces structures sont totalement impossibles à construire par un unique individu. Mais ils sont construits par plusieurs milliers d'individus. De même, un autre exemple, chez les fourmis du genre Eucophile qui vivent en Afrique, ces fourmis vivent dans des nids composés de feuilles. Et pour faire ce nid en feuilles, elles doivent rapprocher les feuilles d'un arbre, l'une contre l'autre, et les fixer ensemble pour en faire finalement une sorte de ballon de football dans lequel elles vont pouvoir développer leur société. Eh bien, nous assistons ici à un phénomène coopératif tout à fait surprenant. Vous avez ici une structure qui est en marche avec les fourmis, je ne sais pas si vous pouvez les voir de là où vous êtes, mais donc elles replient les feuilles. Et comment se fait ce phénomène? Eh bien, vous avez des centaines, voire des milliers de fourmis qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, de la feuille 1 à la feuille 2, en une sorte de gros chaînon vivant. Et ce chaînon vivant va se raccourcir petit à petit, on fait sauter des mailles, jusqu'à ce que les feuilles soient rapprochées les unes des autres. En gros plan, voilà ce que ça donne. Vous avez ici des fourmis qui tiennent une des deux feuilles avec leurs mandibules, d'autres leur sont attachées à l'abdomen, qui sont attachées à la tête des voisines, qui sont attachées aux pattes des suivantes, et ainsi de suite, jusqu'aux dernières fourmis qui sont sur l'autre feuille. Et voilà ce que ça donne
en gros plan, vous voyez ici chaque fourmi qui est attachée à la suivante. Et puis on fait sauter chaque fois une fourmi, on fait chaque fois sauter un chaînon de la chaîne, et les feuilles se rapprochent. Et quand les feuilles sont rapprochées l'une contre l'autre, certaines ouvrières, certaines fourmis, vont alors prendre des larves qui vivent dans le nid, qui existent dans le nid, des larves de l'espèce, elles vont les tenir la tête en bas. Et ces larves ont des glandes à soie qu'elles sécrètent lorsqu'on les stimule. Et donc votre ouvrière ici, fourmi, va tenir cette larve la tête en bas. Cette stimulation va faire que la larve va commencer à sécréter de la soie et votre fourmi va alors passer d'une feuille à l'autre pour coudre les deux feuilles rapprochées ensemble de manière à ce que la structure soit fixe et solide. Des comportements coopératifs étonnants existent aussi chez certaines abeilles, chez beaucoup d'abeilles, mais en particulier chez les abeilles ici japonaises Apis cerana. Ce sont les abeilles qui ne piquent pas et que vous pouvez tenir dans votre main, sans aucun souci. Ces abeilles, ou les ruches plus exactement, les nids de ces abeilles sont attaqués par des frelons qui sont plusieurs dizaines de fois plus forts et plus grands qu'elles. Et quand ces frelons attaquent la ruche, ils démolissent complètement la ruche. Il n'y a plus de ruche, il n'y a plus de couvain, il n'y a plus rien. Donc ces abeilles ont développé un système de défense collective, une coopération dans la défense assez surprenante. Ce qu'elles font, c'est que lorsqu'il y a un frelon qui approche, elles sortent en masse. Et elles vont constituer une boule vivante d'abeilles autour du frelon, comme si le frelon était un noyau autour duquel il y avait la chair d'une pêche, par exemple. Elles constituent la chair. Et que vont-elles faire? Elles vont battre des antennes, elles vont battre des ailes très vite, ce qui va augmenter la température au sein de cette boule vivante d'abeilles. Et sur cette image, vous avez une image thermographique avec des abeilles ici qui sont représentées en infrarouge. C'est leur température qu'on voit. Chaque point est une abeille. Et là, elles volent librement à proximité de la ruche. Et vous voyez que plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et bien sûr, chaque abeille a son centre de son corps qui est chaud parce qu'elle vole. Et donc ça chauffe les muscles. Et bien au moment où le frelon est attaqué, voilà à quoi on assiste. On assiste à une boule d'individus comme ceci, une boule d'individus au sein duquel il y a le frelon. Et ces individus vont donc chauffer leurs muscles en battant des ailes le plus vite possible pour augmenter la température qui peut atteindre jusqu'à 50 degrés. Cette température est létale pour le frelon, mais pas pour les abeilles. Et donc le frelon est cuit à l'intérieur de la boule. C'est une défense collective qu'un individu ne peut évidemment pas assurer seul. Enfin, peut-être que l'exemple le plus connu, mais qui reste pour beaucoup de biologistes le plus spectaculaire, c'est la défense de la ruche, toujours par les abeilles Apis mellifera, l'abeille à la miel que nous avons partout en Europe. Vous savez certainement que les abeilles piquent et que lorsqu'on s'approche trop de la ruche, eh bien, bings, l'abeille sort, vous pique et ça fait mal et vous vous en allez. Ce qui se passe, c'est que quand l'abeille vous pique, elle vous pique avec son aiguillon. Mais cet aiguillon est barbelé, ce qui signifie qu'il rentre dans la peau sans aucun problème, mais qu'il ne sort pas. Et comme, si vous voulez, avec des dents de flèche. Que se passe-t-il? L'abeille vous attaque, elle vous pique, elle enfonce son dard dans le bras ou que sais-je. Ceci, c'est un bras, vous voyez les poils, c'est un bras, et l'aiguillon ici est fiché dans la peau. Il ne sait pas sortir. L'abeille veut s'en aller, elle tire sur son aiguillon, jusqu'à ce que cet aiguillon se déchire du corps. Et comme vous le voyez ici, vous avez l'aiguillon, un morceau de la cuticule de l'ouvrière, une glande à venin qui est associée à cet aiguillon, c'est ce qui fait mal quand on a le venin de l'abeille, et également des morceaux d'intestin qui commencent à sortir par le derrière de l'abeille. L'abeille en meurt. En d'autres termes, vous avez ici un phénomène coopératif extraordinaire où des individus vont, entre guillemets, se suicider, mourir pour défendre leur propre société. Cette étonnante coopération au sein des insectes sociaux est certainement responsable en partie de leur succès écologique foudroyant. Vous avez sur cette tarte un certain nombre de segments, et chacun de ces segments représente la biomasse animale, le poids des individus sur la planète. Et vous voyez que plus du tiers, ou presque en tous les cas, du tiers du poids de tous les animaux du globe sont représentés que par les fourmis et les termites. Ça pèse pas lourd, une fourmi, ni une termite. Un autre tiers est représenté par la faune du sol, à l'exception des oligochètes qui sont les vers de terre,
des fourmis et des termites qui sont représentés ici, et puis le reste, ce sont d'autres insectes et des vertébrés. Les arachnides, donc les araignées, les oligoquètes, les vers, les mammifères, regardez ce qu'ils représentent en poids total. Ils sont très lourds, mais ils ne sont pas très nombreux. Les oiseaux, les reptiles et les amphibiens qui sont là pour mémoire. Ceci illustre le succès écologique étonnant de nos insectes sociaux. Si on s'en tient rien qu'aux fourmis, par exemple, qui sont les animaux sans doute sociaux, les insectes sociaux que nous connaissons le mieux, on connaît aujourd'hui 11 000 espèces différentes. Elles ont été décrites. Et les estimations les plus raisonnables considèrent qu'on en a encore autant à découvrir. Mais plus que le nombre d'espèces, elles ont une représentation en biomasse qui est colossale. Les fourmis ont colonisé tous les milieux. On les trouve des forêts tropicales humides jusqu'aux déserts les plus arides. On les trouve des plages de Normandie jusque dans la savane africaine. On les trouve sur les marches d'un temple maya jusqu'aux marches ici de la Cité des Sciences. Chaque fourmi ne pèse que quelques milligrammes, c'est-à-dire quelques millionièmes, en moyenne 1 millionième du poids d'un humain. On met 1 million de fourmis dans un humain, en termes de poids. Eh bien, on considère que la biomasse des fourmis sur la planète, le poids des fourmis, de toutes les fourmis sur la planète, est équivalent à la biomasse de l'humanité tout entière. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on disposait d'une gigantesque balance à 2 plateaux, comme on trouve encore parfois chez les épiciers, si d'un côté on mettait tous les humains, les 3,5 milliards ou 4 milliards d'humains sur un plateau, et de l'autre côté, toutes les fourmis du globe, notre balance serait à l'équilibre. Rien que, voilà, ceci représente 1 million de milliards de fourmis. Ça fait beaucoup, quand même. Rien que dans la forêt amazonienne, qui est une zone particulièrement riche en espèces animales, la part des fourmis, le poids des fourmis, représente 4 fois plus que le poids des mammifères, même pas des mammifères, de tous les vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens. Il pèse 4 fois plus lourd en biomasse. Toujours à titre d'exemple, si vous allez vous promener dans le Jura suisse, par exemple, vous allez trouver des dômes de la fourmi des bois, Formica. Ces dômes sont généralement constitués d'aiguilles de pin. Et bien, si vous ouvrez un dôme comme celui-là, vous allez trouver à peu près 300 000 fourmis. Le fait est que ces fourmis constituent des colonies qui ne sont pas composées d'un seul dôme, mais de plus de 1000 dômes, ce qui fait une unique colonie de quelques 300 millions d'individus. Et il ne faut pas aller en Suisse, hein. En France, vous avez l'équivalent. Sur toute la côte méditerranéenne, vous avez une fourmi qui nous vient d'Argentine et du Brésil, qui s'appelle la fourmi d'Argentine. C'est le nom qu'on lui a donné, son surnom, en tous les cas, c'est la fourmi d'Argentine, qui grouille, c'est une fourmi invasive, qui grouille avec une densité de l'ordre de 200 millions d'individus à l'hectare. Ça fait beaucoup de monde, une fois encore. Alors, cet extraordinaire succès écologique des insectes sociaux repose sur 2 critères fondamentaux, certainement. D'une part, l'existence d'une division du travail entre des individus reproducteurs, des reines qui pondent et des mâles qui fécondent ces reines, d'une part, qui s'occupent que de la reproduction, et d'autre part, une caste d'individus stériles qui sont les ouvrières, qui sont les fourmis qui travaillent, et qui assurent en fait toute la logistique de la société, c'est-à-dire la défense de la colonie, la récolte de nourriture, la construction du nid, l'entretien des jeunes, du couvain, et ainsi de suite. Donc, d'une part, cette division du travail, et enfin, un autre facteur fondamental, qui est l'existence de systèmes de communication assez sophistiqués, chimiques, tactiles, visuels, sonores, tout ça a été clairement démontré. Cette communication permet d'organiser un tout petit peu les activités de ces milliers, voire de ces millions d'individus qui vivent dans une même société. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi, ce serait l'anarchie totale. Il existe des systèmes de communication qui permettent au système d'être structuré. Alors venons-en, si vous voulez, rapidement à la division du travail, qui est un élément fondamental de la coopération chez ces animaux. Cette division du travail se manifeste avant tout, comme je l'ai dit, par l'existence d'une caste de reproducteurs et l'existence d'une caste de travailleurs, qui sont toutes des femelles, les travailleuses en tous les cas. Cette division du travail entre reproducteurs et travailleurs se manifeste principalement par une différence de taille. Chez cette fourmi de feu qu'on trouve aux États-Unis, vous voyez que la reine est nettement plus grosse que les ouvrières qui travaillent. Cette reine a pour unique fonction la ponte. Ce phénomène existe aussi chez les abeilles, où vous voyez ici l'abeille est marquée, la reine est marquée, la reine est plus grosse que ses ouvrières. Il y a donc un polymorphisme, une différence de taille, de volume entre les 2 castes. De même, cette différence peut atteindre des proportions considérables chez certaines espèces, comme ici chez ce termite,
où vous avez un ensemble de termites, ici, des ouvrières, des ouvriers, parce qu'il y a des mâles aussi chez les termites, parmi les ouvriers. Et puis la reine est là. Alors pour bien savoir où elle se trouve, ici se trouve sa tête, cette petite boule noire, c'est sa tête. Ceci, c'est son thorax avec ses pattes. Et puis toute cette zone jaune, c'est son abdomen, qui au départ est comme ça, et qui se détend, gonfle, parce qu'elle ne fait que pondre à longueur de journée. Lorsque les reines ne sont pas trop fertiles ou un peu moins fertiles, pas de problème. La société peut alors accueillir plusieurs reines, comme chez cette espèce de fourmi d'Argentine, où vous avez des ouvrières qui sont plus petites que les reines, mais la différence de taille est quand même moins marquée que pour les espèces précédentes, mais c'est pas grave parce que vous avez plusieurs reines ici qui ont été marquées de couleurs différentes. Ces reines sont moins fertiles que les reines dont je parlais précédemment, mais comme elles sont plus nombreuses, le résultat est le même en termes de production de descendants. Alors, ça c'est une première division du travail avec un premier type de polymorphisme, d'une part les reines qui se reproduisent, d'autre part les ouvrières qui font tout le reste. Au sein des ouvrières qui travaillent, il y a aussi un polymorphisme, il y a aussi une division du travail qui peut apparaître. Et cette division du travail peut reposer sur 3 ou 4 critères. Le premier critère est l'existence d'un polymorphisme entre les ouvrières. Dans certaines sociétés d'insectes, et en particulier chez plusieurs espèces de fourmis, vous pouvez avoir des ouvrières de tailles différentes. Des petites ouvrières qui s'occupent principalement de l'élevage des jeunes, du nettoyage dans la colonie, des ouvrières moyennes qui, elles, vont plutôt chercher la nourriture, participer à la construction du nid, et puis ce qu'on appelle des majors, des soldats, si vous voulez, qui, eux, participent au transport des grosses proies ou au transport de grosses structures pour construire le nid, et bien entendu aussi, comme leur nom l'indique, à la défense. Ils interviennent pour défendre la société. Chaque individu a donc un rôle plus ou moins spécifique en fonction de sa morphologie. Cela est lié au polymorphisme. Alors ce polymorphisme existe chez plusieurs espèces. Vous avez encore un exemple ici, avec un soldat qui est quand même nettement plus grand que les ouvrières. Et le sommet est sans doute atteint chez cette fourmi Phédologeton d'Asie centrale, chez laquelle on a pu mettre une minore, une petite, sur la tête d'une major, en microscopie électronique. Donc cette photo est prise en microscopie électronique à balayage. Vous voyez la différence de taille entre les plus petites et les plus grandes, elle peut être considérable. Ce polymorphisme au sein des ouvrières se traduit très souvent par des différences dans la taille du corps, mais aussi dans le développement de la tête et des mandibules. Vous avez ici une sorte de photomaton, je pense que c'est comme ça qu'on appelle cela en France, avec différentes têtes ici, prises en microscopie, de différentes fourmis. Et vous voyez que les mandibules, la forme de la tête peut être extrêmement variable. C'est par exemple le cas ici chez cette fourmi légionnaire d'Amérique du Sud, où vous voyez que les soldats ont une tête extrêmement bien développée avec des mandibules en sabre. Et je peux vous assurer que lorsque vous approchez de la colonie, si vous êtes mordu par un soldat comme celui-là, vous allez vous encourir parce que ça fait excessivement mal. Aussi, chez cette fourmi-ci, qui est une fourmi coupeuse de feuilles, les mandibules sont transformées non plus en sabre, mais en scie, et elle est capable de vous mordre, mais elle est également capable de couper des bouts de bois, rien qu'avec ses mandibules, tellement ses mandibules sont fortes. Un autre facteur qui justifie la différence de comportement entre les ouvrières, de cette division du travail au sein des ouvrières, c'est l'âge des individus. Cela est bien connu chez les abeilles, où les plus jeunes, lorsqu'elles ont quelques jours, elles s'occupent principalement du ménage à l'intérieur de la ruche, et puis après une semaine, elles commencent à participer à la construction intérieure, elles créent des cellules pour élever du couvain dans la ruche. Lorsqu'elles ont 15 jours, elles commencent à participer à la construction externe de la ruche. Elles réparent là où il y a des dégâts. À 3 semaines, elles se postent à l'entrée de la ruche pour pouvoir défendre cette ruche, éviter qu'il y ait des prédateurs ou des compétiteurs qui menacent la ruche. Et enfin, après 1 mois, 4 semaines, elles sortent pour aller récupérer de la nourriture, du nectar, du pollen, que sais-je. Donc les abeilles que vous voyez circuler sur les fleurs, ou quand vous êtes à table et qui viennent grignoter les morceaux de pain, que sais-je, ou de viande qui sont dans votre assiette, eh bien, ce sont des vieilles ouvrières qui ne vivent pas très longtemps. Une fois que l'abeille sort de son nid et qu'elle devient donc une fourrageuse, une récolteuse, elle vit quelques jours. Elle vit quelques jours, pourquoi? Parce qu'elle fait des erreurs de navigation, elle peut se perdre, ou bien parce qu'elle tombe dans les chélicères d'une araignée, ou, que sais-je, sur la langue d'un reptile quelconque. En tous les cas, elle disparaît, elle est tuée. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que cette ouvrière qui ne vit que quelques jours lorsqu'elle sort de la ruche
meurt. Mais elle a déjà produit dans sa ruche une énergie considérable puisqu'elle a élevé les jeunes, construit des cellules, réparé la ruche, gardé la ruche. Elle a rentabilisé sa vie pour la société. Enfin, il existe également une division du travail en fonction de l'expression génétique. On sait aujourd'hui, depuis très peu de temps, depuis quelques années seulement, 2-3 ans, que selon que l'individu nurse, c'est-à-dire s'occupe des jeunes, sort dans la ruche, ou qu'elle sort pour récolter de la nourriture, eh bien, il existe une modification dans l'expression des gènes, c'est-à-dire que les neurotransmetteurs dans le cerveau sont différents. Il y a expression génétique. Lorsque l'abeille est jeune, certains gènes sont éteints, ils ne s'expriment pas, et donc l'abeille reste dans sa ruche et fait un certain nombre de choses. Et puis lorsqu'elle sort pour fourrager, certains gènes qui étaient éteints s'allument, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à synthétiser différentes structures, je vous passe le détail, mais qui vont conduire par aisance de protéines sous la forme de neurotransmetteurs dans le cerveau, qui vont alors la stimuler à sortir et à aller chercher de la nourriture. Il y a donc une part génétique aussi dans la division du travail. Le second facteur clé du succès de ces insectes sociaux, de leur succès écologique, c'est, comme je l'ai dit, la communication. Nous vivons, nous humains, dans un monde de communication qui est principalement un monde de communication auditif, je vous parle, vous m'entendez, un monde de communication visuelle, un monde de communication tactile dans une bien moindre mesure, un monde de communication chimique sans doute encore moins, enfin on pense. Et cela est tout à fait illustré sur cette image, que vous soyez en France, à Bali ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le signe du salut est le même. Une personne qui se promène, qui fait ses courses au marché, si quelqu'un derrière vient lui taper sur l'épaule parce qu'il le connaît, votre individu va se retourner et « Ah, salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. » Et le signe, la mimique faciale est exactement la même. Dans toutes ces communautés, on sourit, on montre les dents, on soulève les sourcils et on ride le front. Et où que vous alliez sur la planète, c'est ce signe-là qui apparaîtra parce qu'il est génétiquement déterminé. Eh bien, le monde des insectes sociaux n'est pas un monde de communication auditive, vous vous en doutez. Un peu un monde de communication tactile, un petit peu un monde de communication électrique éventuellement, mais principalement un monde de communication chimique. Je pense qu'il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas, vous avez eu un exposé à ce sujet. Et si je prends cette fourmi chimère ici, qui est un schéma très simplifié, eh bien ces individus, les fourmis, les abeilles, les termites, les guêpes, que sais-je, les bourdons, sont truffés de glandes dans leur corps, partout, de la tête aux pieds. Et ces glandes synthétisent, produisent des hormones qui ont pour propriété d'être émis à l'extérieur du corps. Ils transpirent des odeurs. Et donc, on ne parle plus d'hormones, mais de phéromones. Et ces phéromones informent les voisines de situations diverses et multiples. C'est comme ça que ces animaux communiquent pour l'essentiel, par la chimie via des phéromones. Alors, de nombreux exemples permettent d'illustrer ce phénomène. Il y en a un que vous connaissez très bien. Je suppose que pratiquement tout le monde ici a déjà eu l'occasion de partir en vacances au bord de la mer. C'est calme, il fait beau, il fait chaud, et le matin, on se lève le premier, et puis on se dit « Ah, ben je vais mettre la table pour toute la famille, c'est une bonne idée. » On met la table, et puis en mettant la table, ah, il y a une fourmi, et on la pousse dehors. Et puis, ah, je vais voir où on a le café. Et on retourne dans la cuisine, on termine le café, on revient, et ah, ben il y a 3 fourmis maintenant, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai oublié le sucre. Vous retournez dans la cuisine, vous revenez, et quand vous apportez le pot de sucre, il y en a 12 qui sont là. Et puis, si vous laissez, parce que vous avez le malheur d'aller prendre votre douche, parce que tout le monde dort, et qu'il se tarde à se lever, et qu'il est déjà 11 h du matin, vous ne savez plus vous asseoir à table, parce que vous avez des fourmis partout, dans votre pot de confiture. Que s'est-il passé? Eh bien, un phénomène très simple. Les fourmis, certaines fourmis, exploratrices, circulent tout azimut, les ouvrières, et puis à un moment donné, il y en a une qui va monter le long du pied de table, qui va se balader sur la table, et qui va trouver une mie de pain, un morceau de sucre, un petit pot de confiture entrouvert, que sais-je encore, un morceau de chocolat, et elle va commencer à lécher cette substance qui est délicieuse. Et que va-t-elle faire? Elle va rentrer au nid pour prévenir ses congénères. Et comment est-ce qu'elle va les prévenir? Par un système de communication chimique. Elle va, en rentrant au nid, déposer avec son abdomen, et plus précisément avec l'aiguillon, qui sert aussi à piquer d'ailleurs, hein, avec cet aiguillon ici que j'ai représenté par une flèche, elle va déposer avec cet aiguillon une substance qu'on appelle une phéromone de piste. Elle va faire comme le petit pousset qui déposait ses petits galets, elle va déposer des marques chimiques sur le sol jusqu'à son nid. Arrivée dans le nid,
Elle va émettre des odeurs qui vont alerter les ouvrières là qui dormaient, comme quoi il y a quelque chose de bon à manger. Sortez, sortez, mesdemoiselles. Les ouvrières percevant, dans le nid, percevant cette information, vont sortir du nid, et que vont-elles faire? Elles vont essayer de s'orienter vers la source de nourriture. Et comment vont-elles faire cela? Ben, elles vont suivre la piste chimique qui a été déposée par la première fourmi. Et avec leurs antennes, elles vont détecter cette odeur, et elles vont remonter cette piste chimique le long du pied de table jusque dans le pot de confiture. Et chaque ouvrière qui arrivera dans votre pot de confiture va se nourrir de confiture. Et chaque ouvrière qui s'est nourrie de votre pot de confiture, un tout petit peu de sucre, un peu de confiture, que sais-je, va rentrer au nid pour prévenir ses congénères en renforçant cette piste chimique avec son derrière. Et quand elle arrivera dans le nid, elle va prévenir des congénères qui dormaient encore, qui vont sortir, qui vont suivre la piste, qui vont arriver à un pot de confiture, qui vont se nourrir, qui vont repartir. Et le système s'emballe, c'est un système autocatalytique, comme on dit, c'est un système qui s'emballe comme une boule de neige, de telle sorte que la piste chimique est de plus en plus marquée, puisqu'il y a de plus en plus d'individus qui déposent de la substance chimique. Et plus la piste est marquée, plus il y a des individus qui sortent du nid et qui remontent pour aller se nourrir. Et vous avez comme ça, après quelques minutes ou quelques heures, selon les espèces, 10 000 fourmis dans votre pot de confiture. Pas facile de s'en dépêtrer. Donc voilà un cas, un exemple de communication chimique extrêmement efficace qui est encore collectif, puisque les individus communiquent aux autres pour que la récolte soit collective entre tous les membres de la société. Cette communication chimique intervient aussi dans le cadre de la reconnaissance. Vous savez tous qu'il y a des guerres de fourmis. Quand on voit une fourmi d'une fourmilière A et qu'on la met dans la fourmilière B, elles se battent. Formidable. Ben, si elles se battent, c'est parce qu'elles se reconnaissent comme étrangères. Et comment est-ce qu'elles se reconnaissent comme étrangères? Simplement parce qu'elles ont des marques chimiques sur leur corps qui sont différentes. Les fourmis d'une colonie ont un passeport chimique en surface du corps et elles se reconnaissent entre elles. Quand vous regardez des fourmis qui courent comme ça, le long d'une piste, le long d'une ligne de fourmis, souvent quand elles se croisent, elles se titillent des antennes. C'est pas « salut, ça va, elles perdraient un temps idiot pour ça ». Non. Qu'est-ce qu'elles font? Elles tâtent des antennes et elles se reconnaissent. Elles vérifient que la fourmi qu'elles croisent a bien le bon passeport, a bien la bonne odeur. Et hop, si c'est bon, elle continue son chemin. Et c'est ça qu'elles font, la plupart du temps. Et donc, il y a une reconnaissance, encore une fois, chimique. Enfin, il y a également des cas de défense chimique contre des prédateurs ou contre des agresseurs. Cette fourmi n'a pas véritablement d'aiguillon. Enfin, elle a un aiguillon transformé qui ne sert pas à piquer, mais qui sert à émettre cette petite gouttelette ici. Cette petite boule blanche est une substance répulsive. Et donc, quand une fourmi ou quand un prédateur, un insecte prédateur s'approche, la fourmi redresse son abdomen, émet cette gouttelette répulsive, et les prédateurs ou les ennemis reculent parce que ça les brûle. C'est encore un système de communication chimique interspécifique ou intraspécifique selon qu'on a affaire à une espèce différente ou la même espèce. Alors, j'en reviens à mon propos initial. La sélection naturelle favorise les individus qui ont le plus grand succès reproductif, qui ont le plus de descendants, qui atteignent la maturité sexuelle, etc. On s'attend donc à ce que les individus manifestent principalement des comportements égoïstes. Or, comme nous venons de le voir, la coopération est étonnamment répandue dans le règne animal et végétal, et certains organismes, rappelez-vous l'abeille qui pique, vont jusqu'à sacrifier leur propre reproduction, mais surtout leur propre vie, pour protéger leur société et pour permettre aux autres membres de la colonie de se reproduire. Alors ça, c'est sans doute un des paradoxes de l'évolution majeure. Et c'est certainement la question majeure à laquelle a été confronté Charles Darwin. Lorsque Darwin a inventé la théorie de la sélection naturelle et le concept de l'évolution, qui est quand même fondamental pour des générations de biologistes qui ont suivi, eh bien, quand vous lisez L'origine des espèces, qui est le livre qu'il a publié sur le sujet, il y a tout un chapitre où il dit « Je ne comprends pas, ça ne marche pas avec ma théorie, comment est-ce que les individus peuvent sacrifier leur propre reproduction, voire se comporter au péril de leur propre vie, pour favoriser le succès reproductif d'autres individus. » Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa théorie, et il a fallu attendre de nombreuses années pour qu'on ébauche une première solution. Et cette solution, elle est venue, grosso modo, de cet individu qui s'appelle William Hamilton, de l'université d'Oxford et de Cambridge, il a changé entre les deux en cours de route. Dans les années 60, c'était un garçon assez brillant, bien sûr, qui avait l'habitude de manifester ses idées simples de manière claire. Et Hamilton a une idée géniale. En fait, il a deux idées géniales. Et j'en viens là au mécanisme de la coopération. Hamilton a deux idées géniales. La première idée absolument géniale qu'il a dans les années 60, c'est de ne plus réfléchir en termes de individus,
groupe d'individus, espèce, population, pas du tout. Il réfléchit en termes de gènes. Il faut dire qu'Hamilton, qui était jeune étudiant, il avait 23 ou 24 ans à l'époque, avait une bourse pour faire une thèse, et il était dans un... C'est ce qu'il écrit en tous les cas, il était dans un petit bureau, dans un couloir à Oxford, et dans le bureau à côté vivait un certain Richard Dawkins, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, qui est l'auteur d'un livre qui a fait grand bruit, qui s'appelait « Le gène égoïste ». Et Richard Dawkins défendait l'idée, déjà dans les années 60, que tout était génétique. Tout. Il savait que ce n'était pas vrai, mais il défendait cette idée. Et donc Hamilton baigne dans ce concept et se dit, réfléchissons en termes de gènes et imaginons que le comportement altruiste, le comportement coopératif, soit codé par des gènes. Et la question qu'il se pose, et qui est tout à fait pertinente, c'est la suivante. Dans quelles conditions un gène qui coderait pour des comportements de coopération, donc un gène qui prédispose à coopérer, gène de l'altruisme comme on l'appelle, peut-il se répandre dans une population? C'est ça l'idée. Si tout le monde coopère, ça veut dire que tout le monde a ce gène qui permet de coopérer, qui pousse à coopérer. Il imagine que ce comportement est une origine strictement génétique, hein, il simplifie son système. Et il se dit, bon, imaginons pour plus de simplicité qu'il n'y a qu'un seul gène qui est responsable de la vie coopérative. Alors, dans quelles conditions est-ce que ce gène qui code pour un comportement de coopération peut se répandre dans une population de manière à ce que tout le monde coopère? Alors, sur un petit coin de table, il écrit 2 paramètres. Imaginons un comportement altruiste. Un individu altruiste, petit a, et un individu bénéficiaire, petit b. Je suis altruiste. Madame est ma bénéficiaire. Que vais-je faire? Je vais coopérer avec elle. Donc, je vais consacrer du temps et de l'énergie à madame pour la protéger, pour nourrir ses jeunes, pour l'aider à survivre, que sais-je, ce qui va procurer un bénéfice pour elle, et elle aura un accroissement de son succès reproductif. Parce que sans mon aide, elle aurait eu 3 jeunes, mais comme je l'aide, elle en a peut-être en faire 5 ou 6. Elle a un bénéfice. Mais le problème, c'est que moi, je suis bien un coût, parce que le temps et l'énergie que je lui consacre à elle, ne consacre pas à moi. Et donc, moi, je me reproduis moins. C'est ce que je représente ici. Il y a donc un coût qui est associé à l'acte altruiste, le temps et l'énergie que je n'ai pas pour moi, et il y a un bénéfice qui est associé, dont jouit le bénéficiaire, qui est madame. En termes de succès reproductif, on met RS pour succès reproductif, parce que ça vient de l'anglais reproductive success, parce que SR, c'est sex ratio, on verra ça plus tard. En termes de succès reproductif, moi j'ai moins de descendants que j'aurais pu en avoir, puisque je lui consacre du temps, et donc je me reproduis moins. Donc j'ai une chute de mon succès reproductif. Et elle, elle a un accroissement de son succès reproductif, puisqu'avec grâce à mon aide, elle produit plus de jeunes. Donc elle transmet plus de ses gènes, et moi j'en transmets moins. Si madame et moi, nous n'avons aucune relation de parenté, je ne connais pas madame, je ne sais pas d'où elle vient, on ne s'est jamais vu, on n'a aucun lien, que va-t-il se passer? Elle va profiter de mon aide, et moi je vais m'époumoner à lui donner de l'aide. Et au cours du temps, au cours des générations successives, que va-t-il se passer? Les altruistes vont s'époumoner à donner de l'aide à des bénéficiaires qui, eux, égoïstes, profitent de l'aide, se reproduisent de mieux en mieux. Et vous avez bien compris qu'au cours des générations successives, la proportion d'altruistes dans la population va décroître, puisqu'ils se reproduisent de moins en moins, et la proportion d'égoïstes va s'accroître, puisque eux bénéficient de l'aide des altruistes. Jusque-là, je pense que c'est relativement simple. La situation devient tout à fait différente si madame et moi sommes issus d'un ancêtre commun. C'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma fille, c'est ma cousine, c'est mon arrière-arrière-arrière-petite-cousine, peu importe. Mais nous avons, quelque part au-dessus de nous, un de nos aïeuls en commun. Un arrière-grand-père, par exemple, ou un grand-père ou un père. Si c'est ma sœur, on a peut-être le père en commun, et la mère en commun d'ailleurs aussi, normalement, si c'est votre sœur. La situation devient tout à fait différente. Parce que moi qui suis altruiste, donc je possède le gène de l'altruisme, quand je l'aide, j'aide quelqu'un qui a également une certaine probabilité de posséder aussi le gène de l'altruisme, puisque si moi j'en ai hérité de mon grand-père, il est possible qu'elle en ait hérité aussi, puisque nous avons le même grand-père. Nous avons un lien familial. Donc il y a une part de mes gènes qui se retrouve chez elle. Et si moi j'ai le gène de l'altruisme, comme nous avons un ancêtre commun, comme nous avons un lien de parenté, il y a une certaine probabilité qu'elle possède aussi ce gène de l'altruisme. Et cette probabilité
elle est déterminée par un facteur R, qui est R entre B et A, qui est la corrélation génétique, qui est le lien de parenté entre elle et moi. Eh bien, l'équation d'Hamilton dit simplement ceci, c'est qu'un gène de l'altruisme peut se répandre dans une population à la stricte condition que le coût subi par l'altruiste, en termes de reproduction, est compensé par le bénéfice dont elle va jouir, à savoir, grâce à mon aide, à savoir donc que C soit plus petit que B fois R. Alors c'est un peu, le but ici c'est pas de faire des mathématiques. Mais vous comprenez que dans cette équation, qui est excessivement simple, il faut donc que ce dont souffre le gène de l'altruisme lié au fait que je me reproduis moins, donc le gène de l'altruisme a moins de chances d'être dispersé dans la génération suivante puisque je me reproduis moins. Eh bien, ce manque de dispersion via moi doit être compensé par la dispersion du gène altruiste via elle. Si moi j'ai 2 descendants en moins que ce que j'aurais pu avoir parce que je l'ai aidé, le gène de l'altruisme il subit un coup parce qu'il n'est pas représenté dans mes descendants. Mais si je l'aide et qu'elle porte le gène de l'altruisme et qu'elle a 5 ou 7 ou 8 ou 10 descendants en plus, il y a une certaine probabilité que comme elle a le gène de l'altruisme, elle va le transmettre. Le gène de l'altruisme se fiche de savoir s'il est transmis par Pierre, par Paul ou par Jacques. Il doit être transmis par quelqu'un. Et si il n'est pas transmis par moi parce que je me sacrifie pour sa reproduction, le gène de l'altruisme trouve ça très bien pour autant qu'il soit transmis suffisamment bien par elle. Vous comprenez que cette équation est d'autant plus valide, a d'autant plus de chances d'apparaître, donc la coopération a d'autant plus de chances d'apparaître que, bien sûr, le coût est faible, le bénéfice est élevé, mais surtout que R est grand. Plus la corrélation génétique entre moi et mademoiselle est élevée, plus nous sommes proches parents, plus, si j'ai le gène de l'altruisme, elle l'a aussi. La corrélation génétique entre un frère et une sœur est plus élevée que la corrélation génétique entre monsieur et son arrière-nièce. Parce qu'il y a une dilution des gènes au cours des générations. Donc plus R est grand, et là est toute la subtilité du phénomène, plus R est grand, plus la coopération apparaîtra facilement. Première idée géniale d'Hamilton. Vous verrez qu'on va sortir des mathématiques très vite. La deuxième idée géniale d'Hamilton, c'est de se dire, c'est de poursuivre son raisonnement, et de se dire, dans le fond, le succès reproductif d'un individu, c'est quoi? C'est le nombre de copies de ses gènes qu'il peut transmettre à la génération suivante. Oui, mais, le nombre de copies de gènes que je peux transmettre à la génération suivante, c'est quoi? C'est les copies de gènes que je transmets via ma propre reproduction, mes propres descendants. Mais c'est aussi le nombre de copies de mes gènes qu'elle transmet. Parce que comme nous sommes des apparentés, elle a des gènes en commun avec moi. Si c'est ma sœur, elle en a 50%. Nous sommes apparentés à 50% entre frères et sœurs. Et donc quand elle se reproduit, elle produit ses propres gènes. Mais quand elle transmet ses propres gènes, elle transmet aussi des copies des miens. Puisque nous sommes frères et sœurs, elle a des gènes en commun avec moi. Donc le succès reproductif d'un individu, c'est la somme de son succès reproductif personnel en matière de reproduction, le nombre de descendants que j'aurai, donc le nombre de copies de gènes que je pourrais avoir moi-même, grâce à ma reproduction avec une dame, plus le bénéfice dont elle jouit grâce à mon acte altruiste. Bien sûr, si j'ai une sœur que je n'aide jamais, je n'en vois pas, je ne connais pas, c'est ma sœur. Quand elle se reproduit, oui, elle se reproduit, elle transmet des copies de mes gènes. Mais ça, c'est un acquis. Mais si je l'aide, je vais augmenter sa reproduction. Et donc, je vais accroître le nombre de copies de mes gènes qu'elle aurait pu transmettre. Donc, c'est ce qu'on appelle le succès reproductif direct et indirect. Et je vous signale, j'attire votre attention sur le fait que chez les insectes sociaux, les travailleurs, les travailleuses, les ouvrières, les abeilles qui circulent, les fourmis qui circulent, les bourdons qui circulent, ne se reproduisent le plus souvent pas. Et donc, leur succès reproductif immédiat, propre, est zéro. Elles ne vivent que grâce au succès reproductif indirect. Quand maman se reproduit, elle transmet des copies de mes gènes, parce que c'est ma maman. Ça peut paraître un petit peu ésotérique. Je ne sais pas si vous avez capté l'essentiel du message. Le but, ce n'est pas d'avoir compris dans le détail les équations. Le but, c'est d'avoir compris l'essence, l'idée. Alors, ça peut paraître ésotérique, mais force est de constater que la théorie d'Hamilton, ce concept, est aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2007, le concept majeur, principal, permettant de justifier l'apparition de la coopération chez les animaux et chez les plantes.
Il justifie l'apparition de la coopération chez les organismes. Ah, oui, juste une petite intermède. Voilà comment on pourrait schématiser, avec une certaine touche d'ironie, la théorie d'Hamilton. Ce petit bonhomme ici, c'est l'un d'entre vous, et vous êtes apparentés, chaque carré rouge représente la proportion de gènes en commun. Alors vous êtes apparenté à 100% avec vous-même, à 4 quarts avec vous-même. Ben oui, je suis apparenté à 100% avec mes propres gènes, évidemment. Je suis sur la touche, sur le bord de l'eau, et je ne sais pas nager. Mais il y a quelqu'un qui est occupé à se noyer, là. Et donc je peux plonger pour aller le sauver. J'y laisse ma peau, mais peu importe, parce que je vais le sauver, lui. Alors, bon, si c'était un frère, ma corrélation génétique avec mon frère est d'1,5. Le nombre de gènes que j'ai en commun avec mon frère est en moyenne d'1,5. Si je plonge et que je meurs, en me noyant, je perds 100% de mes gènes, donc une unité, mais je sauve 1,5. C'est pas rentable. Donc je ne saute pas. Par contre, si j'ai 3 frères qui sont occupés à se noyer, si je les sauve tous les 3, je sauve 3,5. Et 3,5 c'est plus grand que 1. Donc je plongerai pour les sauver, j'y perds ma vie, mais c'est pas grave, parce que des copies de mes gènes seront transmises à la génération suivante par mes 3 frères. Même chose avec des neveux, pour la corrélation génétique avec un neveu est de 1/4, avec une nièce c'est de 1/4. Si j'ai 3 neveux qui se noient, ça fait 3 fois 1/4, 3 quarts, c'est plus petit que 1, je ne plonge pas. Par contre, si j'ai 5 neveux qui se noient, je peux tous les 5 les sauver, je plonge parce que je sauve 5 quarts de mes gènes, c'est-à-dire plus que 100%. J'en étais donc à l'idée que la théorie de la sélection de la parentèle, développée par Hamilton, aussi bizarre et curieuse puisse-t-elle paraître, est aujourd'hui donc l'explication majeure permettant de justifier l'évolution de la coopération dans le règne animal. Aussi bien chez les amibes acrasiales, on a pu le démontrer, que chez les organismes comme les oiseaux. Cela a été démontré, bien entendu, chez plusieurs espèces de mammifères, dont on a parlé tout à l'heure. Ceux-là, on n'en a pas parlé, ce sont des ratoupes qui vivent dans les aires du Kalahari, et également chez les primates. Il y a des démonstrations claires, nettes, évidentes, incontournables, que la théorie de la sélection de parentèle, la théorie d'Hamilton, marche et justifie la coopération chez ces animaux. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que ces animaux pouvaient distinguer les frères des sœurs. Les animaux sont tout à fait capables de distinguer leur corrélation génétique avec Pierre, Paul et Jacques. Ça, c'est une sœur, ça, c'est un frère, ça, c'est un quart de cousin, etc. Et les animaux se comportent de manière différente en fonction de leur corrélation génétique avec les uns et les autres. Quand un animal se trouve face à sa sœur ou face à son frère, il aura beaucoup plus tendance à l'aider que s'il se trouve face à un cousin, et encore moins s'il se trouve face à un arrière-petit cousin, et plus du tout s'il se trouve face à un étranger. C'était démontré. Mais ça, j'en avais parlé l'année passée, je ne peux pas tout recommencer. Eh bien, les insectes sociaux, et en particulier les hyménoptères, les fourmis, les abeilles, les guêpes, sont sans doute, mais pas sans doute, certainement, le modèle par excellence pour appliquer la théorie d'Hamilton. C'est le plus beau modèle pour cela, parce que ces animaux ont un système de détermination du sexe tout à fait surprenant. Ils ont un des mécanismes de détermination du sexe qu'on appelle haplodiploïde. Alors c'est un peu barbare, mais c'est assez simple à comprendre. Les mâles sont issus d'œufs non fécondés. Pas spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule. Donc quand la femelle pond un œuf, un ovule, non fertilisé par un spermatozoïde, ça donne un mâle. Donc, mesdames, à chaque menstruation, vous auriez un fils. C'est simple. Sans fertilisation. Pas de sperme. Donc les mâles n'ont pas de père, puisqu'il n'y a pas de sperme. Et donc les pères n'ont pas de fils. Il n'y a aucune relation entre les mâles, en fait. Et comme les mâles sont haploïdes, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre n chromosomes, puisqu'il n'y a pas la part paternelle, il n'y a que la part maternelle, eh bien ils ne peuvent pas subir ce que l'on appelle le phénomène de méiose. Alors ça doit remonter à loin pour certains d'entre vous, mais le phénomène de méiose est un phénomène de différenciation génétique des gamètes, c'est-à-dire qu'à partir de cellules diploïdes, avec une part maternelle et une part paternelle, vous avez réduction de ce système en spermatozoïdes chez les hommes, ovules chez les femmes, en système haploïde, donc des ovules et des spermatozoïdes qui vont fusionner pour reformer un individu haploïde. Donc les mâles, en fait, étant haploïdes, étant issus de non fertilisés, tous leurs spermatozoïdes sont les mêmes. Donc un père, un mâle, produit tous des spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes qui sont tous identiques génétiquement. Ça change les données du problème. Les femelles, elles, sont issues d'œufs fertilisés. Ce sont des œufs diploïdes, donc un ovule
fertilisé par un spermatozoïde. Ce système est un peu bizarre, mais il entraîne des asymétries génétiques dans les relations de parenté au sein des familles. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ici un système diploïde comme le nôtre. Voilà un mode de reproduction classique comme le nôtre. Nous avons une maman avec des chromosomes A, B, C, D et deux chromosomes portant les allèles E, F et GH chez le mâle. Et puis, cette femelle va s'accoupler avec ce mâle et qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir des fils et des filles. Ce fils-là a hérité des gènes A et D de la maman, A et D. Celui-ci, cette femelle-ci a hérité de A et C et celle-ci de A et D. La moitié. Le papa est EF et GH. Il va transmettre des spermatozoïdes, enfin, via ces spermatozoïdes, il va transmettre ses gènes à sa descendance et il va transmettre au hasard EH, EG et EF. Je prends au hasard, par le hasard de la méiose. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que chaque parent est apparenté à 50% avec ses propres descendants. Vous êtes apparenté à 50% avec votre fils et avec votre fille. Inévitablement, puisque vous donnez la moitié de votre génome à vos descendants. Mais c'est également vrai entre les frères et les sœurs, puisque si vous comptez le nombre de gènes en commun, ici nous avons A, E, ça en fait 2 sur 4, D, C, il n'y a pas, H, G, il y en a 2 sur 4, ça fait un demi. Même chose ici, A et A sont présents, E et E sont présents, mais CG est ici et DF est là, c'est de nouveau 2 sur 4. Donc la corrélation génétique dans nos systèmes de reproduction à nous, diploïdes, la corrélation génétique entre nous et nos descendants est de 1,5. Entre nous et nos parents est de 1,5 aussi. Nous avons en moyenne 50% de nos gènes en commun avec nos descendants, avec nos parents. Et nos frères et sœurs, nous sommes apparentés aussi à 50% en moyenne. Nous avons un gène sur 2 qui est équivalent à celui de notre frère ou de notre sœur. Dans les systèmes haplodiploïdes, la situation est un peu différente. Je reprends le même schéma, A, B, C, D, mais attention, mon mâle est EG. Il est haploïde, il n'a qu'un seul set de chromosomes. Donc il n'en a pas 2, il n'en a qu'un. Rappelez-vous, puisqu'il est produit à partir d'un œuf non fertilisé. Donc ma reine, ma femelle, est toujours apparentée à part 50% avec ses fils et ses filles, et elle donne AD ici, comme là-bas, EAC, même chose qu'ici, et AD, même chose que dans le cas précédent. Mais le mâle, étant haploïde, tous ces spermatozoïdes sont identiques. Ça veut dire que tous les descendants, et en particulier les femelles, puisque les mâles n'ont pas de fils, je vous avais dit, tous ces descendants femelles reçoivent un, c'est-à-dire EG. Ils reçoivent tout le stock de spermatozoïdes, et c'est le même stock. Tout le monde reçoit la même chose sur le plan génétique. Ça veut dire que mes filles ici deviennent AECG et AEDG. Tout le monde reçoit EG, toutes les filles reçoivent EG, puisque tous les spermatozoïdes sont les mêmes génétiquement. Et vous voyez que dans cette situation-là, on a une asymétrie génétique étonnante, puisque mes sœurs ont une corrélation génétique de 75%, aux 3/4. A, C, A, D, EG, EG. La moitié du génome de mes filles, qui sont issues du père, sont les mêmes, puisqu'elles ont le même père, et que tous les spermatozoïdes sont identiques. La moitié de leur génome est identique. Et puis elles ont une chance sur 2 que l'autre moitié soit identique, c'est-à-dire AC, AD. Vous avez AEG, AEG, 3/4 de gènes en commun. Par contre, comme les mâles n'ont pas de père, la corrélation génétique moyenne entre une fille et son frère est de 25%. Parce qu'il n'y a pas de part paternelle. Je sais, c'est un peu compliqué, mais l'idée ici, c'est simplement de vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est ça qui est à l'origine des conflits et de la coopération chez ces insectes. Donc, en synthèse, chez ces organismes haplodiploïdes, ce qu'il faut retenir, c'est que les sœurs sont très étroitement apparentées. C'est presque des clones. Elles sont apparentées à 75% avec leurs sœurs, alors qu'elles ne sont apparentées qu'à 25% avec leurs frères. Mais elles sont aussi, et c'est ce qui est représenté ici, si ça veut bien venir, parce que... Voilà.
c'est résumé ici. 2 sœurs sont apparentées à 75%, elles sont apparentées à 25% avec leurs frères, et à 50% avec leur propre fils et leur propre fille si elles se reproduisent, parce que ça c'est toujours le cas pour tout le monde. On donne un ovule, on donne la moitié de son génome. On donne un spermatozoïde, on donne la moitié de son génome. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour une femelle d'hyménoptère, fourmi, abeille ou guêpe, il est plus rentable génétiquement d'élever des sœurs que d'élever des frères, ou des fils, ou des filles. Puisque en élevant des sœurs, j'élève 75% de copies de mes gènes, 3/4 de mes gènes. Quand j'élève mes sœurs, R, la corrélation génétique est très élevée. Eh bien, les ouvrières peuvent donc optimiser leur succès reproductif, maximiser leurs chances de reproduction indirectement, en transmettant leurs gènes via leurs sœurs, en élevant des sœurs, plutôt qu'en se reproduisant elles-mêmes. Puisque quand je me reproduis, moi, ouvrière de fourmi, ou moi, fourmi ou abeille, quand je me reproduis moi-même, je transmets que 50% de mes gènes à ma descendance. Mais quand j'élève mes sœurs, j'en transmets 75%. Donc il vaut mieux élever mes sœurs plutôt que mes propres descendants. Mais si vous regardez comment fonctionne une société d'abeilles, de fourmis, de guêpes, de bourdons, c'est précisément de cela dont il s'agit. Les ouvrières ne se reproduisent plus, elles élèvent leurs frères et leurs sœurs, surtout leurs sœurs, plutôt que de se reproduire. Et la division du travail que l'on observe dans les sociétés d'insectes, vous avez une reine qui se reproduit, et des ouvrières qui ne se reproduisent pas, mais qui élèvent leurs frères et sœurs, c'est parce que ça les arrange génétiquement. C'est très bien de ne pas se reproduire, parce qu'elles se reproduisent indirectement en élevant leurs sœurs plutôt que leurs propres descendants. C'est entre guillemets un choix qui n'est pas réfléchi, mais c'est un choix qui, au cours de l'évolution, s'est mis en place sans problème, puisqu'elles ont un plus grand succès reproductif en élevant leurs sœurs que leurs propres descendants. L'évolution a sélectionné ce comportement. Tout simplement. C'est de là que vient la coopération dans les sociétés d'insectes. Les ouvrières qui courent partout, qui volent partout, qui rampent partout, ce sont des individus qui préfèrent élever leurs sœurs et ça les arrange bien de ne pas se reproduire, dans une certaine mesure. Eh bien, ces asymétries génétiques, ces relations génétiques entre les individus sont responsables de la coopération et de l'altruisme. Eh bien, cette théorie, sur ces mêmes bases génétiques, est responsable des conflits. C'est exactement la même théorie, la théorie de la sélection de la parentèle d'Hamilton, qui justifie, qui explique parfaitement clairement pour les biologistes l'évolution de la socialité et de l'altruisme, comme on l'observe chez les fourmis, chez les abeilles, chez les bourdons, chez les guêpes. C'est cette même théorie qui explique pourquoi il y a des conflits et que rien ne va dans une société d'insectes. Parce qu'il ne faut pas croire que les sociétés de fourmis, d'abeilles, de guêpes, de termites, que sais-je, de bourdons, sont des havres de paix et de coopération. C'est ce que nous voyons. Mais nous allons voir maintenant que les conflits existent et que ces conflits sont souvent hautement meurtriers. Donc, comme je l'ai dit, le concept de sélection de la parentèle, qui est à l'origine de l'évolution de la coopération, prédit également l'existence de conflits en matière de reproduction, patati patata, où nous devons avoir un équilibre entre la coopération et les conflits. Eh bien, une première source de conflit oppose les reines aux ouvrières, justement, sur le sexe ratio, c'est-à-dire combien de mâles, vous savez que les sociétés d'insectes produisent chaque année des sexués qui vont s'envoler, qui vont se reproduire. Combien de fils et de filles, combien de mâles, de frères et de sœurs, donc selon qu'on se place au niveau de la reine, au niveau des ouvrières, combien de mâles et de femelles doit-on élever pour que ces individus s'envolent et disséminent les gènes de la colonie? Combien doit-on en faire? Dans quelle proportion? La reine qui pond des œufs, elle a une corrélation génétique de 50% avec ses fils et de 50% avec ses filles. Donc, elle est sélectionnée au cours de l'évolution pour favoriser une proportion identique de chaque, c'est-à-dire autant de femelles que de mâles. Il faut produire autant de fils que de filles au moment où on se reproduit, la période de reproduction. Le point de vue des ouvrières est évidemment tout à fait différent, parce que les ouvrières sont 3 fois plus apparentées à leurs sœurs que ne le sont à leurs frères. Donc elles n'ont pas intérêt à ce que le sexe ratio, la proportion de mâles et de femelles dans la société, soit équilibrée. Elles ont intérêt à ce qu'on élève surtout des femelles, parce que les femelles transmettent 3 fois plus de gènes que les mâles. Et si elles veulent accroître leur succès reproductif, elles ont intérêt à ce qu'on produise un maximum de femelles. Donc là, vous avez une source de conflit. La reine veut un sexe ratio équilibré, elle veut que la colonie produise autant de mâles que de femelles,
alors que les ouvrières veulent qu'il y ait plus de femelles que de mâles qui soient produits. Donc au sein de la société, vous avez un conflit. La question est de savoir qui gagne ce conflit. Alors avant de s'intéresser à savoir qui gagne, regardons quelles sont les armes que possèdent les deux parties. Donc vous avez d'un côté les reines et de l'autre côté les ouvrières. Et c'est un conflit meurtrier, vous allez le voir. Les reines, elles distribuent les cartes. Elles pondent. Les reines pondent et elles sont tout à fait capables de choisir de pondre un œuf mâle ou un œuf femelle. Soit elles serrent les fesses et elles pondent un œuf non fertilisé qui deviendra un mâle, soit elles ouvrent les fesses et elles laissent s'écouler un peu de sperme qu'elles ont stocké précédemment dans l'œuf pour qu'il soit fertilisé et devienne une femelle. Donc la reine peut contrôler le sexe de la descendance, elle peut choisir de faire autant d'œufs mâles et autant de femelles, de produire autant de fils et de filles qu'elle le veut. Et comme elle peut anticiper que les ouvrières vont préférer les femelles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de produire un peu plus. Elles vont préférer les femelles, c'est ça. Elles vont sans doute limiter un peu le nombre de femelles pondues, faire un peu plus de fils. Comme ça, tout l'un dans l'autre, elles sont sûres de s'y retrouver. C'est une arme redoutable, parce que c'est elles qui distribuent le jeu de cartes. Et elles choisissent les cartes qu'elles distribuent dans la fourmilière ou dans la ruche. Une autre technique qu'elle peut éventuellement développer, c'est de cacher le sexe de sa descendance. Je fais des fils et des filles, exactement comme ça me convient, donc en proportion identique, et je vais les emballer d'une odeur, un parfum, qui ne permet pas aux ouvrières de savoir si elles élèvent un frère ou une sœur. On sait, c'est une hypothèse qui a été évoquée, qui a été testée, mais on sait que cette hypothèse ne tient pas la route pour l'instant. Donc l'arme principale, c'est, ok, je vais donner autant à ma colonie, je peux choisir le sexe de ma descendance. Les ouvrières, elles, sont à l'élevage. Donc elles reçoivent des œufs, qu'elles lèchent, qu'elles entretiennent. Ces œufs se développent en larves, mâles et femelles, et elles élèvent, elles les nourrissent. Et elles peuvent, à ce moment-là, agir sur la proportion de mâles et de femelles que la société va élever de deux manières. Soit elles n'aiment pas leurs frères et elles cannibalisent leurs frères, elles les mangent. Voire, encore mieux, elles les prennent et elles donnent à manger à leurs sœurs. Comme ça, elles élèvent des sœurs en grande quantité, bien repues, et les mâles disparaissent. Soit, et ça a été démontré chez certaines abeilles, les femelles, les ouvrières qui élèvent là, peuvent affamer leurs jeunes frères. Quand il y a un jeune mâle qui apparaît, ce qu'elles peuvent faire, c'est que lorsque, dans les ruches, il y a une arrivée de pollen ou de nectar, un groupe d'ouvrières se précipite sur les mâles, leur mettent la tête dans le trou, et attendent que la nourriture passe d'abord aux sœurs, et puis quand il n'y a plus de nourriture, elles les relâchent, elles les laissent repartir. Et donc eux, ils sont là occupés à crever de faim, et ils en meurent. C'est ce qu'on appelle affamer les frères. Alors, comment tester qui gagne? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on compare ce qu'on appelle, de manière un peu rébarbative, le sexe ratio primaire au sexe ratio secondaire. C'est-à-dire qu'on regarde combien de fils et de filles produit la reine, en termes d'œufs, et puis on regarde combien de mâles et de femelles sont élevés jusqu'au stade adulte par les ouvrières qui élèvent. En d'autres termes, quel est le jeu de cartes distribué par la reine et comment jouent les ouvrières avec ce jeu de cartes. Ça a été testé chez plusieurs espèces, dont la fourmi d'Argentine, dont j'ai déjà évoqué le nom précédemment, donc qui vit dans le sud de la France, qui est une superbe fourmi. Et voilà sur ce graphique la proportion d'œufs mâles, donc de fils, produits par les reines au cours des mois de l'année. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on voit qu'au début, en mars, à la sortie du printemps, quand la colonie se remet en mouvement, les reines pondent à peu près 50% de fils. Puis cette proportion descend, elle se stabilise aux alentours de 30%, donc un œuf sur 3 est fils, 2 œufs sur 3 sont filles, et puis cette proportion se réaccroît vers la fin de l'année. On sait que les mâles adultes sont élevés principalement au début et à la fin de la saison, c'est-à-dire lorsqu'il y a à peu près 50% de mâles produits. 50%, c'est bien ce que j'avais dit. La reine doit produire autant de fils que de filles, elle a intérêt à ce que la société produise autant de chaque sexe, puisqu'elle est apparentée de manière équivalente à ces deux sexes. Donc, 50% en moyenne. Voici ici en jaune la proportion de mâles. J'ai laissé les deux points blancs qui sont les œufs pondus par la maman. Et voici ici en jaune le nombre de mâles que l'on observe vivants, adultes, élevés par les ouvrières. Et ce que vous voyez, c'est que cette proportion est de l'ordre de 30% et puis qu'elle décroît à 0. Si vous faites la comparaison, voilà ce que vous avez. Au moment de la production des sexués, au printemps,
Les reines produisent à peu près 50% de haploïdes, c'est-à-dire qu'elles produisent autant de fils que de filles. Un œuf sur deux est mâle. Mais les ouvrières n'en élèvent que 34%. En dehors de la période de reproduction, pendant tout le reste de l'année, on n'a pas besoin de mâles parce qu'il n'y a pas de reproduction. Les reines continuent quand même à produire 30% de fils, mais aucun de ces fils n'est élevé jusqu'au stade adulte. En d'autres termes, dans un tel système, ce qui se passe, c'est que ce sont les ouvrières qui contrôlent le sexe ratio. Et que font-elles? Pendant le développement larvaire, elles sont tout à fait capables de distinguer l'odeur. Ça, c'est une fille, donc ça, c'est une sœur, ça, c'est un frère. Et elles vont, on a des photos de cela, attaquer leurs frères, les sucer, en prélever toute la substance et la régurgiter à leurs sœurs pour que ces sœurs grossissent et deviennent des futures reines qui pourront s'envoler. Ce comportement s'observe aussi chez plusieurs autres espèces de fourmis, diverses, il y a toute une série d'espèces chez lesquelles cela a été testé, et il est aujourd'hui bien admis que les ouvrières peuvent contrôler ce sexe. Et donc les reines ne sont pas à leur avantage. C'est les ouvrières qui gagnent dans ces conflits. C'est les ouvrières qui gagnent dans presque toutes les situations, sauf quelques-unes, et entre autres, elles ne gagnent pas chez une fourmi très particulière, qui s'appelle la fourmi de feu, qui est représentée sur cette image, que j'ai déjà montré précédemment, la reine et les ouvrières. Chez cette fourmi de feu, qui s'appelle Solenopsis invicta, qui vit aux États-Unis, c'est la reine qui semble dominer le jeu. Alors cette fourmi s'appelle fourmi de feu pour une raison très simple, non pas que ce soit un dragon qui crache le feu, mais cette fourmi dispose d'un aiguillon, que vous voyez ici, les petites ouvrières, ce sont les toutes petites ouvrières qui font, je ne sais pas moi, un demi-centimètre. Ces ouvrières possèdent un petit aiguillon qui pique fort, connecté, vous avez vu la taille de la glande à venin. Et lorsqu'elle vous pique, elle vous injecte un peu de venin. Et c'est un venin un peu spécial qui fait mal. Et voilà ce que ça provoque quand vous vous faites piquer par ce genre de fourmi. Chaque année, on recense plus de 500 à 700 personnes qui décèdent de piqûres de cette fourmi de feu, simplement parce que c'est une substance, ce sont des alcaloïdes qui provoquent des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire des arrêts cardiaques. Soit, il faut déjà se faire piquer quand même très fort, mais ça pique. Ça fait mal. Alors, chez cette fourmi, il y a un autre élément tout à fait étonnant. Et pour l'instant, je suis sur les fourmis, mais vous verrez, je changerai de modèle plus tard. Chez cette fourmi, quand vous vous promenez dans la nature, vous avez des nids. Quand vous déterrez des nids de fourmis de cette espèce, eh bien, vous constatez qu'à la période de reproduction, il y a des colonies qui font presque que des mâles, et d'autres qui font presque que des femelles. Et ça, c'est un phénomène assez rare dans la nature. Certaines colonies ne font qu'un sexe, et d'autres ne font que l'autre sexe. Sur quelle base? Et ceci est représenté ici. Vous avez la proportion de mâles dans des colonies, qu'on a fini par appeler colonies à mâles et colonies à femelles, tellement ils en produisent. Dans les colonies à mâles, les colonies produisent près de 90% aïe, je suis fait, 90% de mâles, alors que dans les colonies à femelles, les colonies produisent presque que des femelles, et ici, 5% de mâles. Vous avez des colonies à mâles, des colonies à femelles. Alors ce qu'on fait, pour tester le rôle de chaque partie, c'est qu'on prend les reines, on les retire. Et après 2 semaines, les colonies acceptent une nouvelle reine. Donc on prend les reines, on orpheline les colonies, on les retire, très facile à faire. Et on croise les reines. C'est-à-dire qu'on prend des reines des sociétés qui produisent que des mâles, et on les met dans des sociétés qui produisent que des femelles. Et on prend les reines des sociétés qui produisent que des femelles, et on les met dans des sociétés qui produisent que des mâles. On shift. Et le résultat est immédiat. Il est représenté ici en blanc. Les colonies à mâles qui produisaient 90% de mâles se mettent ensuite à ne produire plus que même pas 20% de mâles. Alors que les colonies à femelles qui produisaient que 5% de mâles se mettent à en produire 90%. Rien que par la manipulation d'avoir échangé les reines. Ce sont donc les reines qui contrôlent le sexe ratio, la proportion de mâles et de femelles chez cette espèce. Et d'ailleurs, lorsqu'on va voir carrément quel est le jeu de cartes distribué par les reines, quelle est la proportion de fils et de filles qu'elles pondent, eh bien dans les colonies à mâles, ce sont principalement des fils qu'elles pondent, et dans les colonies à femelles, ce sont principalement des femelles, très peu de mâles sont pondus. Ce sont les reines qui contrôlent le sexe ratio. Donc, pour en conclure avec cet aspect, les reines, dans les sociétés d'insectes, dans beaucoup de sociétés d'hyménoptères en tous les cas,
contrôlent la proportion de filles et de fils pondus, c'est ce qu'on appelle le sexe ratio primaire, mais les ouvrières sont tout à fait capables de manipuler en tuant, en éliminant leurs frères, en les cannibalisant, au profit de l'élevage de leurs sœurs. Simplement parce qu'elles sont plus apparentées à leurs sœurs qu'à leurs frères. Ça repose sur la théorie d'Hamilton. Ça repose sur les corrélations génétiques entre les individus. Il y a d'autres types de conflits qui peuvent apparaître. Par exemple, chez plusieurs espèces de fourmis, d'abeilles, de guêpes, les ouvrières ont conservé des ovaires. Et elles peuvent avoir envie de pondre. Elles ne peuvent pas s'accoupler. Donc elles ne pondront jamais des œufs femelles diploïdes, puisqu'il n'y aura jamais de sperme. Mais elles peuvent développer des ovaires, et elles peuvent parfois pondre aussi. Dans une situation comme celle-là, il y a un nouveau conflit qui apparaît, qui oppose la reine aux ouvrières quant à qui va faire les mâles, qui va faire les fils de la colonie. La reine est apparentée à 50% avec ses fils. On le sait. Elle n'est apparentée qu'à 25% avec ses petits-fils si les ouvrières se reproduisent. Elle a donc intérêt à ce que la colonie élève ses fils plutôt que ses petits-fils, puisqu'elle transmet plus de gènes en élevant des fils qu'en élevant des petits-fils. Le point de vue des ouvrières est un peu différent. Les ouvrières sont apparentées à 25% avec leurs frères, on l'a vu. Elles sont apparentées à 50% avec leurs fils. Et si moi je suis une ouvrière et que je peux pondre, ma sœur ouvrière peut aussi pondre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ponde. Et ma corrélation génétique avec le fils de ma sœur, c'est donc mon neveu, elle est de 375, puisque c'est la moitié de 0,75. 0,37,5. Donc, en substance, quelles que soient les valeurs mathématiques, les ouvrières, lorsqu'elles peuvent pondre, ont plus intérêt à élever leurs fils et leurs neveux que leurs frères, ce qui n'arrange pas la reine. Donc vous avez un conflit à savoir qui va élever les mâles, qui va produire des mâles. Est-ce que c'est moi la reine, ou est-ce que c'est moi l'ouvrière, où je préfère élever mes fils? Ces valeurs sont valables dans la situation la plus simple où vous avez une reine qui s'est accouplée avec un mâle et la situation familiale est toute simple et unique. Chez les insectes sociaux, il n'est pas rare que les reines s'accouplent avec un grand nombre de mâles. Chez l'abeille domestique, les reines s'accouplent avec 20 mâles différents. Ah, ça change les données du problème, évidemment, parce que les sœurs ne sont plus des sœurs, mais des demi-sœurs. Eh oui, on n'a pas le même père, on a peut-être la même mère, mais on n'a plus le même père. Alors voyons ce que ça donne, très brièvement. Vous avez ici représenté le coefficient de parenté, la valeur de R, donc la fameuse valeur d'Hamilton, en fonction du nombre d'accouplements de la reine. Ma corrélation génétique avec mes propres fils, je suis une ouvrière. Vous êtes des ouvrières et voilà votre corrélation génétique avec les mâles qui seront produits dans la société. Avec vos propres fils, vous êtes toujours apparentés à 50%. Ben, ce sont les vôtres. Quel que soit le nombre d'accouplements. C'est vous qui donnez un jeune. Quel que soit le nombre d'accouplements, vous serez toujours apparenté à 25% avec vos frères. Pourquoi? Parce que comme les mâles n'ont pas de père, on se fiche de savoir qu'il y ait 1, 10, 15, 350 accouplements. Comme les mâles n'ont pas de père, par définition, leur corrélation génétique avec les ouvrières ne change pas. Et donc, elle est toujours de 25%. Si moi je ponds, ma sœur pond. Ma corrélation génétique avec ma sœur est de 75%, s'il n'y a qu'un seul accouplement. Et ma corrélation génétique avec mes neveux est de la moitié de 75%, c'est-à-dire 0,375. Ça, c'est vrai quand il n'y a qu'un seul accouplement. Mais plus il y a des accouplements, plus il y a de pairs, plus il y a une dilution de la corrélation génétique des ouvrières avec les neveux. Et voilà la courbe que suit cette corrélation génétique. Alors, je vous passe de nouveau le détail mathématique, mais voilà, faites-moi confiance, la corrélation génétique moyenne d'une ouvrière avec ses neveux chute de manière drastique avec le nombre d'accouplements. Et comme vous pouvez le voir, à un moment donné, s'il est plus intéressant quand la reine s'accouple peu de fois, une fois ou deux fois, il est plus rentable d'élever ses fils et ses neveux. Si la reine s'accouple un grand nombre de fois, on va se retrouver dans cette zone-ci. Et donc il devient plus rentable d'élever toujours ses fils, bien sûr, mais ses frères plutôt que ses neveux. Puisque la corrélation génétique avec un neveu descend en dessous de celle avec un frère. Vous me suivez? Donc, dans cette situation-là, les données du problème changent. Chaque ouvrière a toujours intérêt à pondre, mais elle n'a pas intérêt à ce que les autres ouvrières pondent, parce que sinon elle doit élever des neveux, ce qui n'est pas rentable.
ça devient très égoïste. Donc moi je peux, mais pas toi. Je préfère que maman ponde, parce que quand maman pond, j'élève mes frères. Donc il vaut mieux que j'élève mes fils et mes frères plutôt que mes neveux. Oui, mais si toutes les ouvrières finissent par se dire ça, il y a comme un problème. Nous assistons alors à un intérêt collectif qui est que dans l'ensemble, les ouvrières ont intérêt à ce que personne ne ponde à part maman. Parce que statistiquement, dans une ruche où il y a 10 000 ouvrières, si toutes les 10 000 commencent à pondre, vous allez élever plus de neveux que de fils. Croyez-moi. Donc il vaut mieux que personne ne ponde. Et c'est ce qu'on appelle une zone de police. Cette zone ici est une zone de police qui fait que lorsque le nombre d'accouplements devient supérieur à 2, il vaut mieux ne pas élever ses neveux, mais plutôt ses frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une ouvrière qui commence à pondre des œufs mâles, moi, qui n'ai pas du tout envie d'élever ce neveu, je vais l'éliminer. Je ne vais pas l'élever, je vais le manger. Je vais le tuer. Je n'ai pas de raison de dépenser de l'énergie à élever un gars qui m'est apparenté à je ne sais combien, proche de 0,125, alors que je pourrais élever 2 fois plus en élevant des frères. Je dois transmettre mes gènes, indirectement. Cette zone de police est parfaitement illustrée chez l'abeille domestique. L'abeille domestique, comme je vous l'ai dit, compose des ruches avec une reine qui s'accouple avec plein de mâles. Et on a un phénomène de police. Dans ce cas-là, les ouvrières ont intérêt à pondre, bien sûr, mais surtout à élever les frères plutôt que les neveux. Eh bien, une expérience réalisée il y a longtemps par des collègues anglais a consisté à prendre une ruche et à mettre dans cette ruche des œufs produits par des ouvrières orphelines, parce que quand on retire la reine, les ouvrières se mettent à pondre, il n'y a plus aucun problème, évidemment. À prendre des œufs d'ouvrières et des œufs de reine et à les mettre dans une ruche, avec des ouvrières. Et ils ont regardé quelle était la chance de survie de ces œufs. Et vous voyez ici le pourcentage d'œufs survivants de la reine au cours du temps, 24 heures, et le pourcentage d'œufs survivants des fils d'ouvrières au cours de ces mêmes 24 heures. Après 24 heures, seuls 2% des œufs produits par les ouvrières sont encore là, alors qu'après ces mêmes 24 heures, plus de 60% des œufs produits par la reine sont encore là. Les ouvrières sont donc tout à fait capables, à l'odeur, de reconnaître un neveu d'un fils, d'un frère. Et elles vont éliminer leurs neveux, parce que ces neveux sont moins apparentés à elles que leurs frères et que leurs fils. Il y a donc ce qu'on appelle une police, et vous le voyez physiquement, si vous ouvrez une ruche et que vous faites l'expérience, vous voyez vraiment les abeilles attaquer les œufs de leurs sœurs et leur couper le cou. Ceci est parfaitement illustré aussi sur cette image, où vous avez ce phénomène de police également chez une guêpe, de Lycovespula en Angleterre. Vous avez ici une ouvrière qui ose pondre. Elle pond ici, dans une cellule qui est cachée par son abdomen, mais celle-ci pond. Et dans les secondes qui suivent, les auteurs ont pu prendre la photo de cette autre ouvrière, qui n'est pas la même, qui met sa tête dans le trou pour aller tuer l'œuf pondu par cette ouvrière-là. Elles éliminent ces œufs. Donc vous avez un conflit intéressant, parce qu'au départ, vous avez un conflit entre la reine et les ouvrières qui produit les mâles, mais s'il y a beaucoup d'accouplement, ça devient un conflit entre les ouvrières, parce qu'elles ne veulent pas que leur sœur ponde. Moi, je peux pondre, mais pas toi. Mais si tout le monde se dit ça, ça finit par être l'anarchie. Et donc il y a un phénomène de police où tout le monde s'empêche mutuellement de pondre. Et quand il y a une pondeuse qui se met à pondre, les autres ouvrières attaquent l'œuf, mais elles attaquent aussi l'ouvrière pondeuse, quitte à la traîner hors du nid et à l'expulser de la colonie. Un autre type de conflit peut-être plus accessible, c'est un conflit qui oppose les parents l'un à l'autre, les mâles et les femelles. De nouveau, très simplement, les reines sont apparentées à 50% avec leurs fils et avec leurs filles. Ils ont intérêt, comme on l'a déjà dit, à ce que la société produise autant de mâles que de femelles. Mais les mâles, eux, ce n'est pas leur point de vue, puisque comme les mâles n'ont pas de fils, ils ont intérêt à ce que la société produise surtout des filles, puisqu'ils transmettent tout leur génome aux filles, puisqu'ils n'ont jamais de fils. Donc il y a un conflit quant à la proportion de mâles et de femelles que doit élever la colonie. La reine a intérêt à ce qu'on fasse autant de chaque, et les mâles, eux, ils ont intérêt à ce que la colonie produise que des femelles, si possible. Donc vous avez une première source de conflit. Et puis il y a une autre source de conflit, qui est beaucoup plus perceptible pour nous, qui est un conflit sur le nombre d'accouplements. Les mâles n'ont pas intérêt à ce que la reine s'accouple plusieurs fois.
c'est pas bon pour eux. Or, la reine peut trouver un avantage à s'accoupler plusieurs fois. Il y a plein d'avantages pour une femelle, insecte ou pas insecte, vertébré même, à s'accoupler avec plusieurs mâles. D'une part, ça permet d'accroître la diversité génétique dans la société. S'il y a plusieurs pères, il y a toute une série de gènes paternels qui sont représentés dans un lot d'ouvrières qui ont une grande diversité génétique, et cette grande diversité génétique permet probablement une meilleure résistance face aux contraintes de l'environnement, variation de température, parasitisme, que sais-je encore. On peut aussi s'accoupler plusieurs fois pour accumuler du sperme. Plus on a du sperme, mieux c'est. Parce que quand les reines stockent de grandes quantités de sperme, ça veut dire qu'elles peuvent constituer de grandes colonies, puisqu'elles ont plein de sperme, donc elles peuvent faire plein de descendants. Il y a aussi un avantage à s'accoupler plusieurs fois, simplement parce que, ma foi, si je m'accouple avec 5 ou 6 mâles différents, la compétition spermatique fera son œuvre. Que le meilleur de ces spermes gagne, que le premier qui arrive à l'ovule gagne. Mon ovule sera fertilisé par le meilleur des spermatozoïdes, le plus vigoureux, parmi la somme de tous les spermes de tous les mâles. Et si on a un sperme le plus vigoureux, c'est qu'il possède probablement des gènes d'excellente qualité, parce qu'il est très vigoureux ce spermatozoïde-là, et donc mon descendant aura sans doute une bonne vigueur. Ce sont des phénomènes qui existent dans la nature. Je ne suis pas occupé à fabuler ici. C'est la vérité. Ça a été démontré chez les mammifères. Les poules sont capables de faire ça. Quand vous avez une poule qui se fait accoupler par un mâle, et puis par un deuxième mâle, et puis par un troisième mâle, elle est tout à fait capable, ensuite, de ne pondre les œufs que d'un seul mâle. Sur les 3, le meilleur, celui qui a le sperme le plus vigoureux. Et ce n'est pas forcément le premier qui est rentré. Il y a aussi des coûts, évidemment, à s'accoupler plusieurs fois. Et un des coûts que nous connaissons bien, c'est évidemment le risque de maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les humains qui attrapent le sida. Il n'y a pas que les humains qui attrapent des maladies sexuellement transmissibles. Tous les organismes qui se reproduisent de manière sexuée sont susceptibles d'être pris de maladies sexuellement transmissibles. Un autre coût, c'est l'accroissement du risque de prédation. Au moment de l'accouplement, on ne fait rien d'autre que de s'accoupler en règle générale. Et donc s'il y a un prédateur qui passe, on ne le voit pas forcément. Et on est plus vulnérable. Et puis s'accoupler avec plusieurs mâles, ça coûte de l'énergie quand même. Il faut avoir une bonne santé pour le faire. Donc il y a des coûts. Mais pour le mâle, le père, le coût principal, c'est de partager la reproduction. Moi, j'ai envie d'être le père de la descendance de ma compagne, et j'ai envie d'être sûr que ce soit moi le père. Vous savez sans doute comme moi qu'en France, je fais une parenthèse, mais qu'en France, 8% des naissances, excusez-moi, ne me jetez pas des tomates, mais 8% des naissances ont été déterminées génétiquement comme non issues du père de la famille. Donc les femelles peuvent tromper. Et c'est fréquent. Et les mâles aussi, d'ailleurs, parce que s'il y en a un qui trompe, l'autre aussi doit le faire. Et donc, les mâles n'ont pas envie de partager leur paternité. Pas du tout. S'il y a plusieurs accouplements, il y a des spermes de différents pères. Quelle sera ma représentation dans la descendance? Moi, j'ai envie d'être le père de tous les jeunes. J'y gagne en succès reproductif. Il peut y avoir ce qu'on appelle un biais de paternité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la femelle a envie de s'accoupler avec plusieurs mâles, mais le mâle n'a pas envie qu'elle s'accouple avec plusieurs mâles. Il a envie d'être le seul père. Logique, moi je comprends ça tout à fait bien. Non, je ne suis pas le seul, j'espère. Eh bien, les mâles trouvent des stratégies. Et une des stratégies, c'est de former un bouchon. On s'accouple et on met un petit bouchon pour être sûr que la femelle ne s'accouple pas avec un autre mâle. Les araignées font ça. Il y a plusieurs espèces d'araignées chez lesquelles le mâle éjacule, transmet son sperme, et puis sécrète une substance cireuse qu'il met dans le petit trou de la femelle et il n'y a plus aucun mâle qui peut arriver. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a un bouchon. Ça arrive, il y a des poissons qui font ça. Il y a des vers qui font ça. Chez les fourmis, par exemple, chez les bourdons, il y a des bouchons. Chez les fourmis, il y a un cas tout à fait spectaculaire, c'est que ces mâles de Dinoponera quadriceps, ce sont des fourmis géantes du Brésil qui font 3 à 4 cm. Des grosses bestioles, et ça pique. Vous avez la reine ici, en noir, numéro 51, sans doute, je ne sais pas si c'est 51 ou 57, peu importe. Et ici, vous avez un mâle qui la couple. Et donc, le mâle trouve une femelle, yes, il s'accouple avec cette femelle, et que va-t-il faire? Au moment de l'accouplement, il va introduire ses organes sexuels, et il a un mécanisme assez étonnant, qui est, j'ai envie de le comparer aux chevilles qu'on peut mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, dans les plaques au plâtre, pour attacher les cadres. Vous le mettez dedans, vous vissez, et ça s'ouvre derrière le plaque au plâtre, histoire que ça ne tombe pas.
Eh bien, il a la même chose, en quelque sorte, à part qu'il ne faut pas visser. Mais au moment où il insémine la femelle, pouf, il ouvre un système à l'intérieur du tractus génital de la femelle et il ne sait plus sortir. C'est assez enquiquinant pour la femelle, évidemment, qui se balade avec un mâle qui lui colle au derrière, au point qu'elle est obligée, pour se libérer, pour pouvoir se déplacer, de couper le mâle en deux. Et c'est ce que vous voyez là. Le mâle ici est coupé en deux. Vous voyez cette partie jaune, c'est un morceau d'intestin qui se prolonge ici par un élément blanc, qui est aussi un morceau de rectum. La femelle est occupée avec ses mandibules à scier le mâle en deux, parce qu'il ne veut pas se décoller, hein. Il est là avec ses pièces ouvertes. Il ne sait pas partir de toute façon, parce que ses pièces sont ouvertes, il ne sait pas les refermer. C'est cling, c'est fini, il ne sait plus faire la marche arrière. Et donc le mâle en mourra. Mais la femelle, pour se dégager, elle doit lui scier le derrière. Et puis elle va finir par rentrer dans son nid, fertilisée, mais toujours avec ses pièces ouvertes. Et puis cette cheville, entre guillemets, de placoplâtre, avec le temps, les muscles vont s'atrophier et le système va se refermer et elle va pouvoir retirer ce bouchon. Mais ça prend plusieurs heures avant que ce phénomène soit possible. Et plusieurs heures après, la femelle n'est plus réceptive et donc il n'y a plus aucun mâle qui voudra l'approcher. Et donc elle ne sera fertilisée que par un seul mâle. Qui s'est sacrifié? Mais il vaut peut-être mieux se sacrifier et être sûr d'être le père de tous les descendants, plutôt d'aller fertiliser 50 femelles et d'être le père d'aucun descendant. Alors bon, un autre type de conflit, très brièvement, qui peut s'observer chez certaines fourmis et surtout chez les guêpes, ça a été très très bien étudié, c'est qu'il existe certaines espèces de fourmis et de guêpes qui n'ont pas de reine. Il n'y a que des ouvrières, et ces ouvrières sont capables de s'accoupler et de pondre. C'est des cas très particuliers. Dans ces systèmes-là, tous les individus sont potentiellement les mêmes. Mais il n'y en a qu'un qui voudra se reproduire. Il y a une compétition entre toutes les ouvrières. C'est moi qui vais m'accoupler, c'est moi qui serai la reine, entre guillemets. C'est moi qui serai la reproductrice de la colonie. Non, c'est moi, non, c'est moi. Et que se passe-t-il? Il y a un conflit, il y a des bagarres, des vraies bagarres. Hein. Se battent, il y a des roulés-boulés, des coups de boule, tout ce que vous voulez. Et vous avez ici une guêpe qui va dominer une subordonnée. Et ce sera un comportement qu'elle manifestera à travers toute la société, en lui tapant dessus avec ses antennes, en lui grimpant sur la tête, en lui sautant sur la tête, que sais-je encore, pour la tasser sur le sol et pour prendre un statut de dominante. Même chose ici, vous avez cette ouvrière numéro 1 qui porte le numéro 1 parce que c'est la dominante, qui croise une 14, et vous voyez que la 14 plie ses antennes, et ce que vous ne pouvez pas voir parce que c'est une photo prise du dessus, elle va s'aplatir sur le sol en position de soumission, alors que celle-ci est haute sur pattes et lui donne des coups avec ses antennes sur la tête. Ce système d'interaction crée des hiérarchies sociales avec une alpha qui va se reproduire, une bêta, une gamma, jusqu'au dernier oméga. Et les nouveaux arrivants, ils prennent la place d'en bas et ils doivent remonter si un jour ils veulent espérer se reproduire. Éventuellement, ils peuvent aller défier une alpha, se battre, et si elle l'écrase, eh bien, elle prend le statut de dominante. Vous avez véritablement des conflits, des combats entre les individus pour accéder à la reproduction. Alors, je vais m'arrêter là, mais il y a des dizaines de types de conflits différents. Il y a des conflits entre les larves elles-mêmes, entre les larves et les ouvrières, entre les larves et les reines. Il y a des tas de conflits, et puis je vais m'arrêter, parce que je pourrais comme ça vous raconter l'histoire de conflits sociaux jusqu'à la fin des temps. Le point important ici à retenir, je pense, c'est qu'il n'existe aucun système coopératif, aussi harmonieux vous paraisse-t-il, qui soit exempt de conflits. Dans tous les systèmes de coopération, les plus élaborés qu'ils soient, les individus ont toujours, à un moment donné ou l'autre, intérêt à tirer la couverture à eux pour accroître leur succès reproductif, tout simplement. Et cela peut se faire aux dépens des autres membres de la société, voire de la survie de la société tout entière. Et donc, la vie sociale dépend de ce subtil équilibre entre les avantages de la coopération et du partage d'une part, et la résolution des conflits d'autre part. Et si les conflits ne sont pas résolus, le système s'effondre et la coopération disparaît. Et tout est une question d'équilibre entre ces deux forces. Et je vous remercie pour votre attention.